Début août 1990, les tensions dans le golfe Persique étaient à leur comble. Le dirigeant de l'Irak, le président Saddam Hussein, menaçait depuis des semaines d'envahir le petit État riche en pétrole du Koweït. Le monde attendait que Saddam fasse marche arrière sans jamais croire qu'il attaquerait réellement. Mais à 2 heures du matin, le 2 août, ses chars ont traversé la frontière et envahi le Koweït. Il y eut peu de résistance, après tout, le Koweït ne comptait que 17 000 soldats face à la puissance de l'armée irakienne forte de 140 000 hommes et des 1800 chars qui ont déferlé. Mais ce que Saddam n'avait pas envisagé, c'était la condamnation aussi bien des États occidentaux que des États arabes. 5 jours plus tard, les États-Unis et les nations alliées ont lancé une action militaire et l'opération Bouclier du désert a été déclenchée. Bienvenue sur Guerre du Monde. Saddam Hussein est devenu un responsable du parti Baas en 1963. Le baasisme prône l'établissement d'une nation arabe unifiée. Le parti a pris le pouvoir en Irak en 1968 lors du coup d'État de la Révolution de juillet, où Saddam a joué un rôle clé. Plus tard, en 1979 et seulement 6 jours après son accession à la présidence de l'Irak, Saddam a purgé le parti Baas, menant une campagne d'arrestation et d'exécution contre les camarades qui s'étaient opposés à son ascension au pouvoir. En 1979, le chef religieux islamique, l'ayatollah Khomeini, est revenu en Iran après son exil à Paris, accueilli par un public enthousiaste. La révolution a rapidement suivi, et Khomeini est devenu le guide suprême de l'Iran. Son idée d'exporter les principes de sa révolution islamique à tous les États musulmans du Moyen-Orient a été perçue comme une menace par Saddam. Croyant que l'Iran s'apprêtait à envahir l'Irak, Saddam a lancé une guerre contre son voisin. La guerre a causé la mort de centaines de milliers de personnes des deux côtés du conflit et a vu Saddam utiliser des armes chimiques contre son propre peuple. En 1988, l'Amérique est restée officiellement neutre après le début de la guerre Iran-Irak. Mais ils considéraient l'Iran islamique comme une menace pour la stabilité de la région et pour leurs intérêts. Et donc, ils ont apporté un soutien politique à l'Irak ainsi que certaines ressources pour les aider à réussir dans la guerre contre l'Iran. Plusieurs gouvernements irakiens avaient soutenu que la petite monarchie du Koweït devait être unifiée avec l'Irak. Des troupes britanniques sont même allées au Koweït en 1973 pour empêcher une possible invasion. Après 8 ans de guerre inefficace contre l'Iran, Saddam a refusé l'indépendance du Koweït et a envahi ce pays souverain. Le Koweït, riche en pétrole, occupait une position stratégique au sommet du golfe Persique. Saddam a vite renforcé son armée et le 15 juillet 1990, 10 000 soldats de la garde républicaine et 300 chars se sont positionnés au nord du Koweït. Ensuite, 3 divisions de 35 000 hommes ont été déployés à 16 km de la frontière. Seulement 4 jours plus tard, ces forces étaient passées à un impressionnant total de 8 divisions avec 100 000 hommes au 27 juillet. Beaucoup ont rejeté l'idée que Saddam déclencherait une autre guerre si rapidement après la guerre infructueuse, l'Iran prenant cette montée en puissance pour de la simple bravade. Mais ils ont rapidement été prouvés dans l'erreur. Le 2 août 1990, les divisions Médina et Hammurabi de l'Irak, deux puissantes formations blindées du corps de la garde républicaine, ont attaqué le Koweït afin d'isoler le Koweït du reste du monde. La garde républicaine Tawakalna a été envoyée pour renforcer la frontière avec l'Arabie saoudite. Le lendemain, 1800 chars et plus de 140 000 soldats irakiens ont déferlé sur le Koweït, les Koweïtiens n'ayant aucune chance de se défendre contre une telle puissance militaire. L'armée koweïtienne a vite été submergée. La seule zone de la ville de Koweït où il y eut une opposition significative fut autour du palais de l'émir, mais la résistance n'y dura qu'environ 2 heures. Les colonnes blindées irakiennes traversant le pays ont brièvement affronté la petite force aérienne koweïtienne dont la base a vite été capturée.
Des avions militaires, dont 4 chasseurs Mirage koweïtiens, 12 avions d'entraînement Hawk et 43 hélicoptères, ont été saisis par les Irakiens. En un peu plus de 12 heures, les Irakiens avaient pris le contrôle du Koweït. Le reste du monde, y compris les nations arabes, était consterné. L'invasion menaçait la stabilité régionale et risquait aussi de compromettre l'approvisionnement mondial en pétrole. De nombreux pays étrangers ont réagi rapidement à l'inquiétude mondiale urgente suscitée par les conséquences économiques du comportement de l'Irak. Le président George Herbert Walker Bush s'est adressé au Congrès le 11 septembre, insistant pour que, je cite, « l'Irak se retire du Koweït complètement, immédiatement et sans condition ». Le gouvernement du Koweït doit être rétabli et la sécurité ainsi que la stabilité du golfe Persique doivent être assurées. Il a ajouté « Ces objectifs ne sont pas seulement les nôtres. La plupart des pays partagent notre préoccupation, contrairement à ce que prétend Saddam Hussein. Les États-Unis contre l'Irak, ce n'est pas le cas, c'est l'Irak contre le monde. » Fin de citation. Afin de défendre l'Arabie saoudite, le président Bush a lancé l'opération Bouclier du désert, une vaste opération multinationale. Il semblait que l'invasion du Koweït était le prélude à un conflit bien plus vaste. Saddam a choisi Alaa Hussein Ali comme Premier ministre du gouvernement du Koweït libre et Ali Hassan al-Majid comme gouverneur de facto. Hussein Ali était connu sous le nom d'Ali le Chimique, en raison de son utilisation massive d'armes chimiques contre les Kurdes irakiens à la fin des années 1980. Sa nomination a vivement inquiété les cercles du renseignement de la coalition, semblant valider le plan de Saddam de défendre le Koweït avec des armes chimiques. Même si al-Majid a été rappelé à Bagdad en novembre 1990, les troupes qu'il commandait avaient déjà expulsé une grande partie de la population et pillé sans pitié le Koweït de tout ce qu'elle pouvait y trouver. Le 28 août 1990, le Koweït a été annexé et est devenu la 19e province irakienne, le gouvernorat du Koweït. Saddam jugeait légitime de reprendre le Koweït, qui appartenait à la province de Bassora sous l'Empire ottoman. Alaa Hussein Ali a délibérément induit en erreur lorsqu'il a déclaré, je cite, « Le Koweït est maintenant à nous. Nous aurions peut-être évité cette décision si les troupes américaines n'avaient pas été massées dans la région et menacées de nous envahir. » Fin de citation. Les pays occidentaux et arabes ont vite envoyé des troupes pour défendre l'Arabie saoudite après l'invasion. L'importance de l'Arabie saoudite a augmenté après la guerre israélo-arabe de 1973 car elle a joué un rôle clé dans la création de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, principal producteur mondial. Elle détient les plus grandes réserves prouvées de pétrole. Et l'Occident a fait de sa sécurité une priorité et continue de le faire en tant que tampon entre l'Arabie saoudite et ses voisins instables du nord et de l'est. Le Koweït était essentiel au début des années 1980 avec la crainte des fondamentalistes iraniens. Les Saoudiens et les Koweïtiens avaient prêté à Saddam plus de 50 milliards pour sa guerre, et des volontaires saoudiens ont même combattu aux côtés des forces armées irakiennes. Maintenant, tout cela avait été oublié alors que Saddam menaçait la sécurité de l'Arabie saoudite et que les prix du pétrole montaient en flèche. Après l'assaut, l'armée irakienne a volé pour plus d'1 milliard de devises koweïtiennes à la Banque centrale du Koweït. Saddam Hussein a également réduit la valeur du dinar koweïtien à 1/12 de sa valeur initiale en le rendant équivalent au dinar irakien. Un large éventail de pays s'est réuni pour former les forces de la coalition qui ont participé à l'opération Bouclier du désert. Les États-Unis et le Royaume-Uni étaient les principaux acteurs de ces forces, prenant la tête de la planification des activités militaires et logistiques. La France, l'Arabie saoudite, l'Égypte et la Syrie faisaient en partie des autres pays qui ont contribué, et ils ont établi une alliance multinationale. Les contributions de pays comme le Canada, l'Australie et plusieurs gouvernements arabes ont également renforcé la coalition et démontré un engagement international large en faveur du rétablissement de la stabilité régionale. En conséquence, des soldats américains et de la coalition ont été rapidement envoyés pour défendre l'Arabie saoudite et empêcher toute attaque supplémentaire. Des centaines de milliers de soldats de plusieurs pays ont été déployés dans la région dans les semaines suivantes pour garantir à la force assez de ravitaillement, d'équipement et de transport. Les préparatifs comprenaient une grande quantité de planification logistique afin de prendre le contrôle de la région. L'armée américaine a mobilisé d'importantes ressources telles que des armes et des avions de pointe.
Des exercices intensifs faisaient aussi partie de la préparation pour garantir la capacité à affronter d'éventuels combats. Pour définir des objectifs militaires stratégiques, la cohérence opérationnelle des forces de coalition était essentielle. Le déploiement réussi des forces terrestres, aériennes et navales a été permis par des exercices coopératifs et une communication continue. Tout bien considéré, cette alliance extraordinaire a démontré un effort mondial majeur pour combattre l'agression et préserver le droit international, laissant un héritage qui dépassait les combats de l'opération Bouclier du désert. Pour créer une structure de commandement cohérente et des alliances stratégiques, la coopération entre les pays participants était essentielle. Les capacités opérationnelles de la coalition ont été améliorées grâce aux contributions des forces de pays telles que l'Arabie saoudite, la France et le Royaume-Uni. La mise en œuvre coordonnée des initiatives dans le cadre de la guerre du Golfe Persique en développement dépendait fortement de ces préparatifs. L'infrastructure militaire saoudienne s'est développée avec la mobilisation et la création de bases avancées. Cela a jeté les bases des opérations militaires ultérieures participant à l'opération Bouclier du désert et a considérablement renforcé la capacité potentielle et la préparation de la coalition à établir une position défensive solide. La coalition a élaboré une stratégie multifacette couvrant opérations aériennes et terrestres. La surveillance aérienne intensive et les bombardements stratégiques visaient à affaiblir les capacités irakiennes, rendant la puissance aérienne essentielle. Cela s'est combiné avec la présence navale dans le Golfe qui assurait la sécurité maritime et jouait un rôle dissuasif. Les éléments importants de la stratégie militaire comprenaient la mobilisation des troupes au sol pour établir une présence intimidante, l'utilisation de technologies de pointe pour la reconnaissance et des réseaux de communication pour une coordination en temps réel. Ces stratégies se sont combinées pour établir un cadre solide pour les phases suivantes de la guerre du Golfe, mettant en avant l'importance de la planification tactique dans la guerre moderne. L'opération Bouclier du désert a surtout utilisé la puissance aérienne comme moyen de dissuasion et de préparation à d'éventuelles actions terrestres. Des avions de pointe tels que les F-15 et les B-52, les États-Unis et leurs alliés ont utilisé des bombardiers pour contrôler l'espace aérien et éliminer toute menace venue d'Irak. Cette suprématie aérienne a permis de mener une reconnaissance et une surveillance continue, ce qui est crucial pour la préparation des missions pendant l'opération Bouclier du désert. Le déploiement des soldats de la coalition le long de la frontière saoudienne était l'objectif principal des attaques terrestres. Les forces terrestres de plusieurs pays étaient positionnées stratégiquement pour contrer toute avancée hostile irakienne. La coalition a renforcé sa posture défensive par une réaction rapide aux menaces grâce à la coordination du personnel et de l'équipement. Exercice conjoint, la coordination entre les multiples groupes militaires s'est renforcée tout au long de l'opération. Les étapes suivantes de la guerre du Golfe, qui se sont terminées par la libération du Koweït, ont été rendues possibles grâce à la collaboration fluide entre les forces aériennes et terrestres combinées. Une présence navale dans le Golfe était stratégique et diversifiée pendant l'opération Bouclier du désert afin de sécuriser les voies maritimes et de démontrer la puissance dans le Golfe Persique. Elle comprenait une coalition de forces navales de différents pays qui offrait à la fois des capacités offensives et défensives. Les éléments essentiels de la présence navale comprenaient des porte-avions servant de base aérienne flottante, des sous-marins jouant un rôle dissuasif et effectuant des missions de reconnaissance sous-marine, ainsi que des destroyers et des frégates assurant la protection et la sécurité maritime. Les opérations se déroulaient principalement de la mer Rouge au Golfe Persique. Cela a permis de maintenir une ligne d'approvisionnement régulière et de présenter un front uni, ce qui était crucial pour la mise en œuvre des sanctions contre l'Irak. Les patrouilles navales et missions de surveillance ont aidé à atteindre les objectifs militaires généraux durant la guerre. Le 17 janvier 1991, l'opération Bouclier du désert est devenue l'opération Tempête du désert. À ce moment, les troupes de la coalition avaient établi une forte présence militaire dans la région. Cette préparation stratégique sera cruciale dans le conflit à venir, soulignant l'importance des moments clés qui ont précédé l'opération Tempête du désert.